L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois au goût de chez nous. Aujourd'hui, on travaille le veau du Québec avec une petite touche italienne. Tout le monde aime les mets italiens, alors on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Premièrement, une belle crème de tomate maison servie avec des beaux croûtons de pain croûté à l'ail. Ensuite, on va faire un bel ossobuco qui va braiser longuement au four, tranquillement, dans une belle sauce tomatée avec des petits légumes, puis un beau concentré de jus de bœuf. Et on va faire pour dessert le classique italien, ma version du tiramisu, avec une petite touche locale. On va mettre un whisky hydromel muté au whisky et du miel dans notre sirop de café pour imbiber nos petites doigts de dame. Alors tout ça, c'est pour le menu d'aujourd'hui. On se prépare et c'est parti! Les ossobuco. On va commencer avec ça aujourd'hui parce que c'est la chose qui va durer le plus longtemps à préparer. Ensuite, on va s'attaquer à notre dessert pour lui donner une chance de figer. Et on va finir avec notre soupe qui va cuire le plus rapidement. Ossobuco, premièrement, c'est une tranche de jarret, jarret de veau. Ici, on a un veau de lait du Québec. On a un producteur de veau dans le coin qui est à Saint-Étienne-de-Beauharnois qui s'appelle Richard Cazelet. Richard produit du veau de grain. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours rechercher Richard Cazelet, Saint-Étienne-de-Beauharnois. Il est ouvert tous les jours sur appel. Aussi, vous pouvez aller à la boucherie Bœuf et compagnie à Châteauguay. Pascal, qui m'a aujourd'hui fourni ces beaux jarrets-là. Alors, boulevard d'Anjou à Châteauguay. C'est les poivres, premièrement. Toujours, on assaisonne généreusement. L'excédent de poivre et de sel va se retrouver dans la sauce, donc c'est pas perdu. On va allumer notre rond à feu élevé et on va y déposer notre cocotte. Aujourd'hui, je vais utiliser ma super cocotte en terre cuite. Ça va mieux pour faire des plats mijotés. Ça absorbe la chaleur, ça l'empêche de brûler, puis ça maintient une chaleur constante quand on a des plats en fonte. Donc plus le métal est épais, plus c'est pratique pour faire des longs mijotés parce que la chaleur n'est pas transmise directement, elle est absorbée par le métal et irradiée après ça. Ça fait une meilleure cuisson. Si vous n'avez pas de plat comme ça, c'est pas grave. Vous avez juste à mettre un four un peu moins intense, chaleur plus douce, un peu plus longtemps. Ça va être la même affaire. On imprègne bien la viande. On va en mettre des deux côtés à l'épaisseur que ça a. On calcule environ un jarret par personne, une tranche. Puis allez-y dans 2 pouces d'épaisseur. C'est une viande qui va beaucoup rétrécir en cuisant. C'est une viande qui est très coriace si on la mangeait telle qu'elle. C'est plein de cartilage puis de petits muscles séparés par des petites membranes. Ces petites membranes-là vont céder à la cuisson lente et longue. Ils vont devenir une viande très tendre qui va s'effilocher, qui va être délicieuse. Alors, c'est une pièce quand même assez dispendieuse. Normalement, des pièces coriaces sont plus abordables. Par contre, le fait que ça soit très populaire, la demande exige que le prix augmente. Mais c'est un mets divin que je vous conseille fortement. Casserole, huile d'olive. Pour cacher le fond, le temps que notre huile chauffe un petit peu, on va se préparer des petits légumes. On va avoir besoin de carottes, deux branches de céleri, un bel oignon. On va juste rincer les branches pour enlever la terre. Vous allez avoir aussi besoin de plusieurs gousses d'ail. Soyez généreux avec l'ail. Aujourd'hui, j'ai de la géante. Je vais en mettre 4 grosses gousses. On n'a jamais trop d'ail quand on fait des bons jarrets.
c'est une saveur qui va être moins agressive une fois que ça va être cuit longuement. Notre huile doit être chaude. On va déposer nos pièces de viande, pour bien les rissoler. Il faut bien les saisir, comme d'habitude. Quand on veut faire une bonne viande, il faut aller chercher une caramélisation. On veut entendre le crépitement comme ça. On va laisser ça à feu élevé un bon 3 à 4 minutes sur chaque côté. Ça va nous donner une chance de préparer nos légumes en attendant. Juste peler vos carottes. Et aujourd'hui, je vais laisser les légumes en garniture. Souvent, ce qu'on fait quand on fait des ossobuco, c'est qu'on va mettre les légumes en tant qu'élément aromatique seulement. Puis au moment de la finition, on va les filtrer, puis on va passer la sauce, puis on va garder juste le jus. Aujourd'hui, on va laisser les légumes en garniture. Je trouve que ça a sa place. Les légumes qui ont braisé longtemps dans un jus, ça a une belle saveur. Un peu une consistance purée, là, mais quand même, ça donne une petite bouchée de plus supplémentaire. On essaie de couper des cubes d'environ la même grandeur. Ici, on va y aller pour 2 cm environ par 2 cm. Les branches de céleri, je vais juste la couper en deux. Céleri, on met les feuilles aussi. C'est des éléments aromatiques très puissants. Ils donnent beaucoup de saveur à nos plats en sauce, à nos soupes. L'oignon en dés, même chose. À la plat sur le comptoir, on fait une incision à l'horizontale. Ensuite, on coupe à la verticale et encore perpendiculaire à cette coupe-là. Ça va nous donner des beaux dés, toutes de la même grandeur. Tournez ça de côté. Le but, c'est d'avoir une belle caramélisation comme ça, vous voyez. Bien rôti. Ça va donner une très bonne saveur à notre sauce. Quand on veut une belle caramélisation, on ne touche pas notre viande, on la laisse toujours fixe dans le plat pour ne pas faire perdre notre chaleur qui s'est accumulée justement dans notre plat de cuisson. Je vais juste enlever les extrémités de mes gousses d'ail. On les écrase légèrement juste pour pouvoir enlever la chemise. J'ai dit, gênez-vous pas, mettez-en de l'ail. Ça a sa place avec ce mets-là. Je ne l'ai pas coupé trop fin, pas trop haché finement. Je veux qu'on puisse distinguer les morceaux tantôt dans ma sauce. On sache que c'est un beau morceau d'ail, qu'on le savoure quand on va l'avoir dans la bouche. Notre caramélisation est faite. On va juste déposer nos morceaux à côté. Dans notre huile qui est encore chaude, on va déposer tous nos légumes et on va les faire rissoler eux aussi pour aller chercher une petite caramélisation. Faites juste attention aux éclaboussures en déposant. Juste déposer un petit peu de filet d'huile encore par-dessus mes légumes, ça va les aider à caraméliser. Caramélisation, je ne touche pas pendant 2 minutes. Dans notre plat, on va préparer 2 feuilles de laurier. On a 2-3 branches de thym et 2 branches de romarin. Le romarin, c'est celui qui ressemble à un petit sapin de Noël, très très parfumé, mais il a tendance à se dissiper un peu à la cuisson longue. Alors, pas de problème, ça ne sera pas envahissant tantôt. Ça va juste rajouter une couche de saveur supplémentaire à notre plat. La complexité, là, on va chercher vraiment différents parfums. On va poivrer légèrement. Je ne rajouterai pas de sel tout de suite, parce que je vais avoir une cuisson longue et pas pénible. Je vais avoir une longue cuisson. Puis à la fin, je veux que mon jus de cuisson ne soit pas trop salé parce que je vais faire une réduction pour pouvoir concentrer les saveurs. Alors, je vais juste laisser aller comme ça. Le sel qu'il y avait sur la viande va se dissoudre dans la sauce. On devrait avoir quand même une dose de salé pour assaisonner la viande, mais pas rien qui va compromettre la réduction de notre sauce à la fin, qui va lui donner tout son côté corsé, sa richesse. Quand ça commence à caraméliser, on bombarde ça avec une bonne tasse de vin blanc. Ici, j'ai le
Mondelaine, qui est du vignoble de Gio Monti à Saint-Étienne. Et là, on va laisser réduire un tout petit peu. On laisse bouillir ça pendant environ 2 à 3 minutes. Question de laisser l'alcool s'échapper, mais avec la durée de cuisson qu'on va avoir sur ce plat-là, ça ne changera pas grand-chose au fait qu'on ait du vin ou pas. On aurait pu tout mettre tout de suite, mais je veux me concentrer déjà mes saveurs parce qu'avec les pièces de viande et le jus qu'on va rajouter, le plat va pas mal être plein. On ne peut pas manquer d'espace non plus. Pâte de tomate, on va mettre 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. La pâte de tomate, elle va aller chercher un petit côté sucré. C'est notre côté fruité dans ce plat-là. Là, je rajoute la pâte de tomate tout de suite parce que je veux qu'elle se dilue bien. Si je mets une pièce de viande, j'aurai plus de place pour brasser. Une petite eau qui s'est diluée comme ça. On peut redéposer nos pièces de viande dans notre sauce. Puis on va rajouter nos derniers ingrédients. 2 tasses de tomates en dés avec le jus. Puis du bouillon de bœuf, non salé de préférence. Comme je vous ai dit tantôt, je vais aller chercher une concentration, vraiment un goût corsé, goûteux, mais je ne veux pas avoir une dose de sel qui va faire que le plat va devenir désagréable. C'est plate de gâcher un plat qui a pris 2 heures à mijoter. On met un couvercle par-dessus. On apporte à ébullition. Aussitôt que ça bout, on met ça dans le four 325-350 degrés pendant environ 1h45 à 2 heures. Deuxième étape, on attaque notre crème de tomate. Crème de tomate maison, c'est quand même assez simple à réaliser. On a besoin de plusieurs petits ingrédients aromatiques pour donner vraiment un beau goût et une belle complexité à notre crème. Mais autrement que ça, c'est vraiment une pinotte à faire. Alors, la petite soupe Campbell en canne est bien bonne, là, mais foutez-moi ça dehors. Servez-vous vos 2 mains. Beaux légumes frais. Un poireau, on va utiliser le blanc seulement. Un oignon espagnol. Une branche de céleri, puis une carotte. Ça ressemble beaucoup aux mêmes ingrédients que notre ossobuco. C'est juste la méthode de cuisson qui va être un peu différente. Et là, la grosseur des dés n'est pas très importante puisque ça va être cuit et réduit en purée. Coupé en dés. Pas trop gros. Là, je vous dirais que la moitié, c'est assez. C'est quand même des gros oignons, puis j'ai pas une tonne de tomates. Je veux pas que le goût de l'oignon domine non plus dans ma crème de tomate. À ce côté, dans une casserole. Là, prévoyez un petit peu plus grand que petit. Feu élevé, on va déposer un petit peu d'huile d'olive, puis on va mettre un petit peu de beurre aussi. Environ 2 cuillères à soupe de beurre. Pourquoi autant de gras? C'est parce que pour épaissir notre soupe, on va avoir besoin d'un agent de liaison. Quand on fait une crème de tomate, l'agent de liaison, c'est un roux. Le roux, c'est une quantité égale de gras par rapport à une quantité de farine, ce qu'on fait cuire légèrement avec nos légumes. Puis quand on rajoute notre bouillon, il y a un épaississement instantané. Aussitôt que ça bout, en fait, pas instantané, mais aussitôt que ça bout, il va y avoir un épaississement. C'est là qu'on va chercher notre onctuosité pour notre crème de tomate. Je vais mettre tous les légumes dans le chaudron. Profiter du fait que c'est pas en train de bouillir puis frire pour pas me brûler. Et là, je veux pas avoir de coloration, c'est une crème de tomate. Je vais essayer d'aller chercher la couleur la plus pâle possible. Alors, je vais remuer constamment quand ça va commencer à frétiller. 2 ou 3 gousses d'ail dans notre soupe. Vu que c'est de la grosse, je vais en mettre juste 2. Et là, on n'a pas besoin de se casser la tête. On enlève la gousse et on la lance directement. Pas besoin de la couper. Sa saveur va être diffusée partout dans notre potage en cuisant, puis on va la réduire en purée tantôt. En bon français, on appelle ça une mirepoix. C'est un mélange de carottes, céleri, poireaux et oignons. C'est quelque chose d'assez fréquent en cuisine française.
comme une base aromatique. On peut s'en servir pour faire des marinades, des bouillons, de cuisson de poulet. C'est comme un classique, là. Vraiment une base importante d'aromates. On va peut-être rajouter à notre bouillon des tiges de persil qui ne servent jamais à rien. On va les couper très minces, en très petits morceaux. Ils sont remplis de saveurs, ces petites tiges-là. Alors, si vous avez des bouillons à faire, au lieu de les jeter ou de les mettre au compost, c'est une belle alternative. C'est vraiment frais comme odeur. Puis à la grosseur qu'ils ont, puis la petitesse qu'on les coupe, la fibre ne fera pas être nuisible tantôt quand on va faire réduire notre potage en purée. On va assaisonner ça avec du poivre. J'aurais pas besoin d'en rajouter après. Je vais prendre une cuillère à thé. Et je vais mettre un petit peu de sel aussi. Pas trop, ben je vais avoir un bouillon de poulet qui va quand même être assez salé. Environ un quart de tasse de farine qu'on va avoir besoin pour épaissir notre potage. Question de rendre les choses intéressantes. On va donner un petit peu de kick à notre crème de tomate. On va y rajouter une pincée de piment broyé, ou 2, ou 3. Je vais limiter ça à 3. Une fois que nos légumes sont devenus un peu transparents, comme ça, il faut ajouter notre farine, ce qu'on dit en termes culinaires, singer. Mais ça n'a pas du tout d'affaire au rapport avec les grimaces que je fais quand je cuisine. Singer, c'est le terme qu'on utilise quand on dit rajouter des légumes, de la farine, pardon, à un mélange en train de suer dans un corps gras. Alors je singe, je brasse pour absorber toute cette farine dans le gras et dans l'eau de végétation que mes légumes ont libéré en suant. Parce qu'on les a fait suer, bien sûr. Fait qu'on a appris 3 termes culinaires aujourd'hui. Roux, suer et singer. Mirepoix, c'est 4. Tellement indicatif, cette émission-là, c'est pas possible. Et là, on s'assure que ça colle pas au fond. Parce qu'une soupe collée, ça goûte pas bon. C'est le désavantage des crèmes qu'on fait avec des roux. C'est que la tendance à vouloir coller, donc il faut faire brasser constamment ou régulièrement pour empêcher. Là, je rajoute mon petit bouillon. Et là, je vais en rajouter juste une petite partie pour vous montrer combien ça l'épaissit justement en rajoutant le bouillon. Vous voyez, ça va aller chercher un peu la consistance d'une sauce béchamel. La sauce béchamel, c'est du lait épaissi avec un roux, donc beurre et farine. Regardez, ça fait très crémeux déjà. C'est sûr que là, c'est très épais, mais j'ai tout ça de bouillon à rajouter. Une fois le bouillon ajouté, on va rajouter 1,5 canne de tomates en dés. Et une cuillère à soupe et demie de pâte de tomate. Encore là, c'est pour aller chercher vraiment un goût prononcé de tomate. Un petit kick de tomate de plus. On va surveiller ça, on va apporter ça à ébullition. Aussitôt que ça bout, on va réduire le feu, mettre ça de côté pour environ 35 minutes. On garde un œil là-dessus. On va s'attaquer à notre mousse de mascarpone pour faire notre tiramisu. Tiramisu. C'est fait avec du fromage mascarpone qui ressemble un peu à un fromage à la crème. C'est juste un peu moins corsé, je trouve. C'est plus doux. C'est un fromage typiquement italien. Aujourd'hui, on va le muter avec un peu de fromage de chèvre. Question de faire entrer dans cette belle recette-là notre région locale. Alors, on a 275 g de fromage mascarpone, puis j'ai 125 g de fromage de chèvre pour un total de 400 g de fromage. Pour préparer ça, on va avoir besoin d'un sirop de café pour imbiber nos doigts. Alors, on va préparer le sirop tout de suite pour le laisser reposer un petit peu. Pour ce faire, j'ai besoin d'environ une tasse, 3/4 de tasse à une tasse d'expresso ou de café très corsé. À la maison, si vous n'avez pas ni un ni l'autre, du café instantané peut faire l'affaire. Donc, mettez une tasse d'eau bouillante à bouillir et vous rajoutez 2 bonnes cuillères à soupe de mélange à café Maxwell House. Nous, on a le privilège d'avoir une machine expresso, alors on va en abuser.
Ya commence à sentir le petit quartier italien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, t'avais un cap à parler si fort. Alors, pendant que ça coule, on va rajouter dans notre super sirop un petit peu de miel. Au lieu de mettre du sucre pour sucrer notre sirop, je vais utiliser du miel. Ça va venir complimenter notre boisson, l'Impérial ici, qui est un hydromel muté au whisky canadien, qui est un produit de l'hydromellerie Miel Nature à Mellocheville. Alors c'est un beau petit produit, ça se boit très bien en digestif dans les cafés ou quoi que ce soit. Je vais rajouter 50 ml de ça tout de suite. On va venir brasser un petit peu ma soupe pour être sûr que ça ne colle pas. Notre café est prêt, on va avoir besoin de notre fouet. Pendant que c'est encore chaud, je vais rajouter mes 2 cuillères à thé de miel là, qui débordent comme ça. On va bien mélanger pour que le miel fonde dans le café chaud. Pour notre mousse, on a besoin de 5 œufs séparés blancs et jaunes. C'est sûr qu'on va faire à l'instant. Regardez les blancs pour plus tard. Là, je vais avoir besoin de faire mousser mes jaunes. Fait que je vais juste... Alors, dans une casserole, on va mettre 3/4 de tasse de sucre qu'on va juste mouiller avec un petit peu d'eau. Là, je vais avoir une texture de sable mouillé. C'est vraiment un sucre qui est imbibé. Là. Et ce sucre-là, ce qu'on va faire, on va faire un sirop avec. Donc, sur le feu, feu élevé, je vais faire bouillir ça, ça va prendre 1 minute, tout simplement. Ce sirop-là, on va s'en servir pour faire gonfler nos jaunes d'œufs. Alors, on va le verser en petits filets minces, tranquillement, sur nos jaunes pendant qu'on fouette. Là, on accroche notre bol. Ça peut se faire avec une mixette à main aussi à la maison. Demanderez de l'aide à quelqu'un pour vous tenir le bol ou la mixette ou verser le sirop, mais je vous conseille de contrôler le début de sirop. C'est quand même brûlant. T'as pas le goût d'en vouloir à quelqu'un pour t'avoir brûlé. On va monter. Aussitôt que ça va bouillir, je vais partir le malaxeur. Je ne veux pas faire de bruit inutilement. Notre sirop bout, notre soupe aussi, donc je vais en profiter pour la tasser puis la mettre sur un autre rond qui va mijoter plus lentement. Le sirop, regardez ce que ça donne. Ça donne du sucre et de l'eau en ébullition. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça va figer quand même en cuisant. C'est pour ça qu'on va l'incorporer tout de suite en fouettant. Ça va donner... ça va aider notre œuf à se tenir mieux tantôt. Ça va faire une texture de mousse vraiment crémeuse, mais sans avoir à mettre de la crème fouettée, justement, pour ne pas avoir un fromage, tu sais, un gâteau trop riche. Ça sort pas bien dans ma bouche, hein? Pas trop riche. J'aime pas ça. Alors, je passe ça à vitesse élevée et je vais verser le sucre en filet tranquillement. Une fois qu'il est incorporé, je vais juste racler les bords du bol pour vraiment enlever tout le sucre, puis le mettre dans les œufs. Puis je le repars, puis je le laisse aller pendant un bon 4-5 minutes. Il faut vraiment que ça mousse, puis que ça se tienne. On laisse aller 5 minutes. Notre mélange est rendu très crémeux. C'est le moment d'incorporer nos 2 fromages tout de suite. Juste baisser un peu la vitesse. Et avec notre spatule. Là, le fromage, je l'ai tempéré. Ça va faciliter un petit peu l'incorporation parce que faut que ça fasse des motons de fromage. Il faut vraiment que tout soit bien amalgamé à cette étape-ci. Oups. Une fois que tout est bien amalgamé, on retire le fouet, on débarque le socle. Et là, je vais laver ça comme il faut parce que je veux monter mes blancs en neige. Et pour avoir un beau monté en blanc de neige, il faut absolument avoir un bol et un fouet très propre.
le gras empêcherait les blancs de monter. Alors voilà ce que a l'air notre texture de notre mousse fromage jusqu'à maintenant. Après ça, on va rajouter la mousse au fromage, le blanc d'œuf en neige, qui va rendre le mélange beaucoup plus léger, aérien. Notre bol est spick and span, on va en profiter pour monter nos blancs en neige, puis terminer, puis le dressage de notre mousse. 5 blancs dans notre bol. On va mettre une petite pincée de sel. Le sel aide à maintenir la mousse de blanc en neige. Sur le socle. Et là, on fouette haute vitesse encore une fois, jusqu'à temps qu'on ait des pics fermes. Une fois que la mousse est bien montée comme ça, je vais rajouter 40 g de sucre en poudre. Là, je vais l'ajouter d'un trait, juste quand on va repartir le malaxeur, vitesse lente, jusqu'à temps qu'il soit tout incorporé. Après ça, on va augmenter la vitesse, puis on va laisser fouetter un bon 2-3 minutes jusqu'à temps qu'on ait des pics très fermes de blanc d'œuf. Quand ça fait ça comme ça, c'est un signe que c'est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une partie de nos blancs d'œufs dans nos jaunes et on va incorporer ça en pliant. Donc, ce que je fais, c'est que je gratte le fond du bol et je le ramène par le dessus. C'est comme plié. Et on va l'incorporer en 2 ou 3 parties séparées. Pour pas se retrouver avec des morceaux de blanc d'œuf puis le mélange de jaune. Il faut vraiment que ça soit bien amalgamé. Mais si je fouette ça bien fort pour le mélanger, on va tout détruire nos bulles d'air qu'on a faites en montant nos blancs d'œuf en neige. On va se retrouver avec un mélange plus massif. Ce sera pas mauvais, mais c'est plate d'avoir pris la peine de faire des blancs en neige puis de les tuer en les écrasant avec notre mélange de fromage. On va avoir plus de place pour travailler dans l'autre bol un peu. Une fois que ça c'est bien mélangé, on va préparer notre moule pour monter notre gâteau. Un plat Ziploc. C'est très simple, mais en même temps très utile. J'ai acheté des biscuits de doigts de dame. J'aurais pu facilement les faire, mais pourquoi se casser la tête et en vendre qui sont faits en Italie, justement, à l'épicerie? Il faut bien encourager notre épicier. Ils sont exactement de la bonne largeur pour mon moule, alors j'ai dit pourquoi pas. Mais pour faciliter le démoulement, on va faire un petit truc, c'est qu'on va le chemiser d'une pellicule plastique. Alors, prenez 2 fois la grandeur de votre plat. Et là, on va venir le coller dans le fond et sur les côtés. Inquiétez-vous pas, on va en mettre un autre dans l'autre sens, fait que c'est normal que ça ne fasse pas pleine largeur. L'important, c'est qu'on fasse 2 côtés ici. C'est pas grave s'il y a un pli de saran wrap dans le fond de votre plat. C'est pour faciliter le démoulage tout simplement, puis on va saupoudrer ça de cacao en poudre tantôt. Ça paraîtra plus du tout. Une fois que ça c'est bien chemisé, on va commencer par déposer un petit peu de notre mélange de mousse dans le fond. On va ouvrir notre petit paquet de biscuits. Et là, on va aller tremper dans notre sirop. Puis pour ça, faciliter la tâche un petit peu, on va verser ça dans un plat un peu moins profond, mais un peu plus carré. Mettre ça dans un bol finalement, ça va être plus facile. Et là, on va imbiber nos biscuits. Puis là, laissez-les pas là une demi-heure, vous allez voir, ça l'imbibe assez rapidement. 2, 3, 4, 5 secondes et c'est prêt. Ils vont déjà commencer à ramollir au toucher. Essayez pas d'en mettre plus qu'un à la fois. Prenez pas de risque. C'est un drôle de dessert pour la raison que faire des langues de chat maison, c'est à peu près le même principe qu'on a fait avec notre mélange de mousse au mascarpone. C'est-à-dire que c'est des blancs d'œufs en neige avec des jaunes fouettés avec du sucre dans lesquels on rajoute de la farine. C'est tout simplement aussi simple que ça. C'est vraiment le même principe. Je vais essayer d'en mettre 6 exactement par étage.
Une fois que le premier rang est mis, on rajoute un tiers de notre mélange par-dessus. Là, c'est très souple, parce que le fromage, les jaunes d'œufs étaient chauds, le fromage a ramolli à cause qu'il était chaud. Un coup que c'est fini, si on met ça au frigo pour 4 à 6 heures, le fromage va refiger. Le sucre qu'on a versé sur nos jaunes d'œufs, qui était comme une espèce de tire, finalement, si on l'aurait laissé durcir, ça aurait fait comme des petits bonbons transparents qu'on mange. C'est du sucre confit, comme ça. On aurait obtenu... Ça va tout figer, finalement. Ça va tout se tenir ensemble. Le jaune d'œuf qui a cuit par le sirop qui était chaud, le sucre va figer, le fromage va reprendre aussi sa forme. Donc, ça va donner une texture ferme, sans être nécessairement du béton, mais ça va se tenir. Je vais essayer de secouer pour enlever les bulles d'air qui pourraient s'être faites le long des parois, parce que le mélange ne serait pas rendu. Avec les rebords, on va juste le rabattre. Et on envoie ça au frigo pour 4 à 6 heures. Si vous voulez le faire la veille, c'est encore idéalement mieux. Alors, au petit coin comme ça. Bonsoir tout le monde, je suis Nicolas del Vecchio Leduco. Aujourd'hui, nous avons travaillé les animaux de l'Italie avec les veaux du Québec. On a préparé nos souboucots et on a Sergio qui est avec nous. Sergio, bonjour. Tout à fait. Bonne journée. Je vais arrêter ça. Ouais. Donc, Serge, l'italien est approximatif, c'est une bonne chance. Le mien aussi, il est très basique. D'accord. Je pense que je compte jusqu'à 7. Je m'en viens pas pire. Ah, c'est bon. Non, en tout cas, sur les détails. Serge, aujourd'hui, on a travaillé des recettes avec des produits d'ici qu'on retrouve fréquemment ici, mais qui ont une connotation plutôt italienne. Donc, on avait la petite l'ossobuco avec une petite sauce réduction de jus de veau et tomates. C'était délicieux. Puis là, comment est-ce qu'on peut accompagner ça? Qu'est-ce qu'on recherche, surtout quand on cherche un plat qui est un peu tomaté? Un peu tomaté. Relevé en ail surtout, et des choses comme ça. On va rechercher un vin où on a une acidité présente pour bien se marier avec l'acidité de la tomate. OK. Donc, le premier vin que j'ai sélectionné, c'est un vin élaboré par le vignoble de l'île Ronde. Comme le nom l'indique, c'est une île et elle est ronde. Oui, c'est ça, c'est très, très subtil. Mais la particularité, c'est que pour s'y rendre, comme c'est une île, il faut prendre le bateau. Carré. Ça peut être carré, ça peut être peu importe. Et c'est une belle activité qu'on peut faire. Et il faut réserver évidemment à l'avance puisque le bateau doit venir ça pas en janvier. 10 minutes. En janvier, il faut plutôt oublier. rare les faut plutôt oublier ce vignoble-là, dis-je, lors de la période hivernale. Mais par contre, on peut retrouver des produits au marché Jean Talon. Et au marché des saveurs, marché Jean Talon. Et puis aussi via leur site Internet. Ils ont un site d'achat en ligne sécurisé et puis on peut se procurer ça. Ils font la livraison aussi. Super. Donc c'est vraiment très bien. Oui, quand tu es éloigné, c'est bien. Oui, exact. Et là, on va déguster un vin qui s'appelle le Saint-Sulpice et c'est un 2007. C'est plutôt rare qu'on a l'occasion de déguster des vins des vins d'un certain âge. On ne dira pas millésimé, mais... Bien, millésimé, oui, mais c'est un 2007. Fait que c'est intéressant. On a un assemblage ici de Lucie Kuhlmann, de Maréchal Foch et Frontenac. Donc, des cépages typiquement plantés ici au Québec. Quelque chose d'intéressant. Fruits noirs, de quand même une bonne intensité. On commence un petit peu à tirer sur le grenat parce que notre disque représente un petit peu brunâtre. Donc, on va tirer sur le grenat. Aujourd'hui qu'on a le cerne, finalement, c'est ce qu'on appelle le disque. Oui, exactement. Super. Exactement. Le disque. Un autre mot. Le disque dans mon vin était d'une couleur brunâtre. Brunâtre, voilà. Donc... J'ai trouvé qu'il avait un bon parfum. Donc, au nez, on retrouve d'ailleurs au nez... Le chêne. Oui, il y a du chêne, évidemment. Il est passé 12 mois en barrique. Juste à l'odeur, j'arrête de me saouler. Là, oui, effectivement. Mais ça titre quand même, quoi, c'est 12 16 Non, quand même. 12 c'est tout à fait raisonnable. Et puis, donc, on a beaucoup de fruits, un petit peu de cuir, c'est intéressant. Et en bouche... On a une acidité qui va très, très bien se marier avec notre tomate.
Acidité relativement fraîche, un petit peu plus. Il y a un petit goût qui reste en bouche après. Oui. Bon. On a des fruits assez longs. Ouais, et, des mules. Et les tanins sont plutôt fondus, donc c'est pas un type de vin qui va, comme on dit, là, épaissir la langue. Là. Donc on a évidemment des tanins puisque c'est un vin rouge, mais ça va vraiment très bien. Ils sont souples, comme on dirait. Exactement. Et là, on m'arrache les mots de la bouche. Donc quelque chose d'intéressant. 2 points pour moi. Quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, l'autre vin. Doga Jolo. T'es obligé de le lire parce qu'il y a beaucoup de O puis c'est un peu difficile à prononcer. pays d'origine. Oui, exact. C'est un IGT, donc Indication géographique typica en italien. Indication geographica typica. Hein? Tabarouette. Mon italien se limite à peu près à ça. Origine contrôle. Non, ce serait un peu l'équivalent, malheureusement, du vin de pays en France. Un peu le même principe. On a un IGT Toscane à 70 Sangiovese, qui est le cépage typique de la Toscane, accompagné de 30 de Cabernet Sauvignon. C'est la maison Carpinetto qui fait ça, qui est une très, très belle maison, fait des beaux produits. Et elle fait aussi de l'huile d'olive. D'excellente huile d'olive, de très grande qualité. Vraiment très, très bien. Très, très bien. C'est pas celle-là qu'on a utilisée aujourd'hui. Bon, peut-être, là, mais... Et là... Oui, quand même assez foncé. Oui. On voit quand même notre dos au travers, donc la teinte est un petit peu... Et je vois encore notre disque. Le disque, oui. Par contre, là, une petite teinte violacée, plus que brunâtre, à mon sens. Non, pas d'accord? OK. Et là, en la journée, je vais commencer à m'ostiner sur le vin pour l'instant. Oui. Peut-être après quelques séances de cours avec M. Serge Leduc des ateliers de vin Serge Leduc, je vais devenir un petit peu plus connaissant et je vais m'ostiner, mais là... Votre expertise prône. Oh, d'accord. Donc, beaucoup plus de fruits en bouche parce qu'on est en présence ici d'un millésime 2011. Donc, c'est tout frais sorti des chais de Carpinetto. C'est quelque chose qui disparaît avec la longue quand un vin vieillit? C'est que en vieillissant, les arômes vont changer. On va passer de fruits vers plus des arômes, surtout lorsque, comme ici, c'est passé en barrique. Donc, on va avoir des arômes boisés, des arômes aussi qu'on appelle empyreumatique. Ça, c'est un autre beau mot. Hein? Je l'aime, celle-là. On l'avait déjà pour oui, on a déjà parlé. C'est ça. Donc, relié à la barrique de chêne, on a du cuir, on a... Oui, c'est vraiment... Vraiment très bien. Ça sent la vieille selle de cheval, non? Il est quasiment fait à recracher. Donc, encore ici, une belle acidité fraîche. Intéressant. Mais on a un peu plus de tannin en bouche. Ouais. La langue est un petit peu plus rugueuse. Mais ça devrait quand même très, très bien accompagner notre sobuco, mais c'est surtout avec l'accord tomate. Mais ça prend quand même... On est en présence de veau. C'est pas très corsé au goût, mais c'est tellement délicieux. Fait qu'il faut pas donc avoir... la bouche, en fait. Tout à fait. Hein? Et surtout par un chef comme toi. Je n'en doute point. Écoute. Et donc... Ça prend pas ici des cépages. Oui, c'est ça. J'accepte les chèques aussi. Donc, c'est en même temps, c'est pas un cépage trop corsé, même si on a du Cabernet Sauvignon. Le Sangiovese, étant donné qu'il est en plus grande proportion, ça va faire en sorte qu'on va avoir un bel équilibre avec notre veau. Je ne peux pas m'empêcher d'enlever les enveloppes brunes de ma poche qui n'auraient pas glissé en dessous de la table. Les enveloppes brunes. OK. Bien, un gros merci, Serge. On va déguster ça à votre santé. En termes de prix? En termes de prix, oui, une bonne chose. En termes de prix, le Saint-Sulpice, le prix régulier, c'est 18 $, mais présentement, sur le site Internet, il est en spécial à 13,50 $. Donc, c'est vraiment une belle aubaine. Et puis, Carpinetto d'Agojolo, 16,90 $. C'est un produit aussi régulier à la SAC, donc disponible dans la grande majorité de nos succursales. Excellent. Un gros merci, Serge. Santé. Santé. À la semaine prochaine. Les ossobuco sont toujours dans le four. Ça fait 1h15 environ qu'ils sont là. On va profiter des derniers moments pour préparer nos pâtes. On va faire des linguini à l'ail au basilic et on va aussi servir notre soupe avec des croûtons à l'ail et à l'huile d'olive. Alors, on va préparer ça. On va commencer par mettre de l'eau à bouillir pour nos pâtes. Une petite casserole. L'eau chaude en bonne quantité. Et on sale notre eau de cuisson. On met ça sur feu élevé. Quand ça va bouillir, on va rajouter notre sel. On va tenir ça pas très loin.
Pour nos croûtons, on va prendre une bonne vieille baguette de pain français de notre boulangerie préférée au Québec, Première Moisson, qui est située à Vaudreuil, pas loin d'ici d'ailleurs. On va juste faire des belles tranches en biseau. Là, je vais environ 3/4 de centimètre d'épaisseur. Là. Je vais en avoir amplement pour aujourd'hui. Deux façons de faire. Soit on les badigeonne d'huile généreusement, puis on les frotte avec une gousse d'ail, ou on les fait frire carrément dans la poêle. On va y aller avec la version diète aujourd'hui. Prendre une tête d'ail comme ça. On va la couper en deux. On a notre ail ici qui est très bien tenu. Et avec ça, on va frotter nos tranches de pain. Ce qui est le fun avec cette façon-là, c'est qu'en coupant la gousse d'ail en deux, la tête d'ail en deux, on libère les huiles d'ail. Puis on en profite pendant qu'il soigne pour frotter notre pain avec. Ça va donner un petit parfum d'ail à notre pain. Très délicat. Sur une plaque, notre huile d'olive préférée. Et là, j'y vais assez généreusement. Je peux tourner un petit peu pour les enrober un petit peu plus partout, uniformément de tous les côtés. On va mettre ça au four pendant environ 10 à 15 minutes, le temps qu'ils viennent griller, tout dépendant de la chaleur du four. Là, on a un four à 350 pour nos ossobuco. On va regarder un petit œil là-dessus. Sur la grille du haut, ça devrait être parfait. 15 minutes environ. Notre potage est bientôt prêt aussi. En fait, ça fait plus que 40 minutes qu'il mijote. On va juste le retirer du rond sur notre protège-table de travail. On va sortir notre pied mélangeur ou votre blender à la maison, votre mixeur sur socle. Et on va réduire le tout en purée. Optionnel, on peut rajouter la bonne petite crème 35 à notre potage. On attend que ça soit pas mal réduit en purée avant de rajouter la crème. Question de ne pas avoir de moton. On dirait que des fois, en mettant de la crème un peu plus froide dans notre potage, les morceaux de légumes vont devenir plus froids et ils ont tendance à vouloir moins être en purée une fois refroidis. Fait que juste attendre, là. Puis quand c'est une belle consistance comme celle-là, on va crémer. Là, j'ai une tasse de crème. On n'est pas obligé de mettre tout ça. On va y aller à la couleur. Je veux pas qu'elle devienne trop pâle. On verse en mélangeant pour éviter que ça caille. Voilà, le potage est prêt. On va juste égoutter pour rectifier l'assaisonnement. Oh, le petit piment fort, il a laissé sa trace. Un petit peu de sel. Le poivre, je n'en mettrai pas. Le piment fort, il vient de me tomber sur le gorgoton. On remet ça sur feu doux juste pour le garder chaud. On va sortir nos jarrets du four, puis on va les égoutter parce que je vais préparer ma sauce. On va juste donner la dernière touche à ça. On va se préparer une assiette. Je vais mettre mes pains à rôtir. On va mettre ça à 400, étant donné qu'on a retiré notre plat. Rôtir par en haut. Bon, juste les surveiller un petit peu plus, ça va cuire beaucoup plus rapidement. On fait attention, c'est très fragile les ossobuco une fois que c'est cuit. La viande a tendance à vouloir se détacher facilement de l'os. On va juste pincer. Regardez comment la viande a réduite autour de l'os. Ça fait qu'on a vraiment notre viande qui est bien attachée encore. Je vais la mettre de côté comme ça. Ça, c'était le petit. Et voilà. Ça, on met ça de côté. On garde ça au chaud. On pourrait couvrir si on veut. J'ai presque une soupe, là. J'ai vraiment beaucoup de liquide. Ce que je veux faire maintenant, c'est concentrer les saveurs. Fait que je vais apporter ça à ébullition, puis on va laisser réduire d'au moins la moitié.
mon ou presque pour mes pâtes. Je vais avec une bonne cuillère à soupe de sel pour environ 1,5 litre d'eau. Faut que, si vous voulez avoir des bonnes pâtes goûteuses, de par elles-mêmes, ça prend du sel dans votre cuisson. C'est la seule façon. Et les pâtes, on les fait cuire dernière minute. Quand notre sauce va être prête, je vais faire cuire les pâtes. Je ne touche pas à mes pâtes avant ça. Ça prend environ 7 minutes à cuire les linguini. Alors, on laisse l'eau prête à bouillir. On s'attaque à notre sauce. Quand elle est prête, je vais faire cuire mes pâtes, puis on va finaliser le dressage de tous les autres plats de dessert et de soupe. Les croûtons commencent à frémir, ça ne sera pas très long, on va pouvoir les tourner de côté. Pour nos linguini qu'on va accompagner avec notre ossobuco, on va les faire à la basilic et à l'ail. Alors, je vais récupérer ma tête d'ail que j'ai coupée en deux tantôt. On va hacher l'ail finement. Là, je vais les écraser avec mon couteau, puis je vais retirer le germe qui est assez présent aujourd'hui. On n'est plus en haute saison pour l'ail. Hein. Jetez un petit coup d'œil à mes pains. Regardez ça, beau croûton. On va juste les tourner de côté, vu que ça grille par le dessus. On va avoir une cuisson uniforme des deux côtés. On surveille ça 1 ou 2 minutes, ça va être prêt, je suis certain. On hache l'ail le plus finement possible, même qu'on va rajouter notre basilic en même temps. Voilà mes petits croûtons. Je mets ça de côté, prêt à servir. Je peux éteindre le four. Dans mon basilic ici, je vais rajouter un petit peu de persil. Puis ça, c'est juste parce que c'est pour contrecarrer un peu l'effet de l'ail. Puis donner de la couleur aussi à mes linguini. Je vais avoir des beaux linguini enrobés de vert. Et on hache ça en une belle petite purée fine. Au pire, on pourrait mettre ça dans une tasse à mesurer avec un petit peu d'huile d'olive, puis passer le pied mélangeur dedans. On obtiendrait un genre de pesto très léger. Pendant que notre sauce réduit, on a préparé notre mélange de persil, basilic et ail pour mettre sur nos pâtes une fois qu'elles vont être cuites. On va démouler notre tiramisu tout de suite. Je vais sortir mon plus beau plat. On va retirer le plastique qu'on avait mis rabattu par-dessus finalement. Notre mousse est ferme. Très bonne. Peut-être faire un petit peu de dégâts, mais on va nettoyer ça après. Un coup sec, on y va. Succion. Dernière touche à notre gâteau, un classique, cacao en poudre. On saupoudre partout. Et même si c'est pas vraiment de saison, je trouve qu'une fraise dans une assiette de dessert, ça a toujours sa place. Si ce n'est que pour la couleur que ça lui donne. On va juste couper des belles tranches de notre fraise ici. Elles sont bien grosses. On veut juste l'habiller le plat, c'est pas vraiment pour ajouter à quoi que ce soit, c'est une présence de couleur. C'est un petit peu monochrome sinon, là. Beige noir. Voilà. Ça commence à se corser au niveau de notre sauce. On va juste préparer notre louche. Là, je vais retirer les branches de thym de romarin qui ont perdu leurs petites feuilles pendant la cuisson. D'expérience, je peux savoir que dans 7 minutes, avoir la consistance que je veux. Fait que je vais tout de suite mettre mes nouilles à cuire. On met environ 70 grammes secs par personne pour un accompagnement. On peut aller jusqu'à 100 grammes, tout dépendant des goinfres qui nous accompagnent au repas. Alors, on va juste mettre aujourd'hui un 300 grammes environ. Je les laisse tomber dans l'eau. Et les 2 prochaines minutes sont les plus importantes si on ne veut pas avoir des nouilles qui tiennent en petits paquets tout ensemble, qui ne cuisent pas égal. Ils vont ramollir, ils vont tomber dans l'eau. Là, c'est là qu'on va les brasser pendant environ 1 minute et demie au départ. Après ça, les 5 autres minutes, on a brassé une fois de temps en temps, on n'a plus besoin vraiment de s'en occuper.
notre crème de tomate. On va l'adresser également tout de suite. Vous posez votre petit croûton dessus. Vous pouvez prendre un petit peu de notre mélange qu'on a mis là pour le mettre sur notre pain. Et j'aime toujours ma technique de la crème qui fait très années 80 en restauration, mais que je suis pas capable de me débarrasser. On dépose sur notre soupe. On va faire des petites lignes aujourd'hui, tiens. Puis avec un petit couteau, on va faire des... un peu comme un feu, comme un millefeuille. Petite décoration. C'est très simple, mais... je sais pas, ça fait comme si on s'en était occupé un petit peu plus, là. Ça commence à épaissir, mais on n'est pas encore rendu là. On a le temps en masse avec nos linguini qui sont en train de cuire. On a juste ça à faire, attendre. On va préparer notre belle assiette. Je vais préparer un bol aussi. Aussitôt que mes nouilles vont être prêtes, je vais les mettre dans ce bol-là, sans les égoutter, sans les rincer. Mettre ça. Huile d'olive, je lance mes herbes fraîches dessus. Et c'est juste la chaleur des nouilles qui va faire que les parfums de nos pâtes, de nos herbes, vont se mélanger avec les pâtes, puis ça va être suffisant. On va baisser le feu, ça commence à rapprocher de la consistance d'une sauce. Comme j'ai dit tantôt, on peut toujours servir les légumes retirés de la sauce. On peut ne pas tenir compte, s'en être servi seulement comme aromate. Il faudrait juste prévoir un petit légume d'accompagnement pour aller avec nos pâtes, mais je trouve que ces beaux petits légumes-là qui ont cuit dans le bouillon avec l'os puis la viande vont être très goûteux. Parlant de goûteux, on va rectifier notre assaisonnement pour être certain que ça ait du goût. Les nouilles en ont pour 2 minutes environ, pas plus. C'est vraiment un bon petit goût corsé d'os, là. Oh! Pas de poivre. Une petite pincée de sel. Comment est-ce qu'on vérifie si nos nouilles sont cuites? C'est pas en les lançant sur le mur. Même si c'est une technique qui a déjà fait ses preuves. On en sort un petit linguini et on croque dedans. Et là, extreme close-up. On est supposé avoir un petit point blanc à l'intérieur de notre pâte. Là, il est un petit peu plus gros qu'un petit point blanc. Donc, on va les laisser aller encore 1 minute. À peu près, ça devrait être assez. La sauce est belle. Je vais remettre mes viandes dans la sauce pour qu'ils se réchauffent. Pour récupérer la chaleur qu'on a perdue sur le comptoir. J'ai besoin juste d'un pour l'instant. Je vais en mettre juste un. Puis un fait intéressant sur les pâtes, c'est que plus elles sont al dente, plus elles sont faciles à digérer. Donc, on peut en manger plus puis se sentir moins plein. C'est une bonne source de protéines quand même, là. Des sucres à long terme, là, un peu d'énergie qui va toffer. On laisse égoutter le supplément d'eau directement. Un filet d'huile dessus. Une bonne part de nos herbes. On brasse tout ça et on va rajouter un petit peu de poivre fraîchement moulu. Avec notre pince, on va faire un petit nid. On va déposer dans l'assiette. On va récupérer notre morceau de viande. On va garnir d'une généreuse portion de sauce et de légumes. Garni de notre touche finale. Si on veut en mettre un petit peu plus. Et voilà, un super ossobuco, veau de grain, pour notre ami Pascal de la boucherie Bœuf et compagnie. Des beaux petits légumes de jardin, avec un peu de fond de bouillon de bœuf qu'on a réduit. Nos linguini sont simples, ail, basilic et persil,
avec un peu de poivre. On a une super crème de tomate maison avec un croûton à l'ail. Et notre gâteau de tiramisu avec des biscuits imbibés de liqueur impériale et de miel et de café. Alors, plein de petits produits. D'ailleurs, des saveurs d'ailleurs qu'on adapte avec les produits de chez nous. Alors, je suis toujours content de vous les faire connaître. Bon appétit tout le monde, savourez et amusez-vous. Bon appétit!